La petite maison dans la prairie passa de la série aux téléfilms spéciaux pour devenir l'un des drames signatures de NBC dans les années 70 et au début des années 80. Pourtant derrière les bonnets, les champs de blé et les cabanes en rondins se cachait une épopée de chaleur écrasante, de cascades dissimulées, de scripts recyclés et de décisions qui firent littéralement exploser Walnut Grove. Voici 15 faits saisissants sur la petite maison dans la prairie. Comment la ville fut construite puis détruite. Comment ses acteurs naviguèrent entre perruques, canicules et lutte de pouvoir. Et comment des fragments de Bonanza, du Magicien d'Oz et même de la Restauration rapide se glissèrent discrètement dans la prairie. Restez jusqu'au numéro 15 pour découvrir comment le générique le plus reconnaissable de la série arriva d'un endroit que les fans n'auraient jamais imaginé. Abonnez-vous, laissez un like et dites-nous en commentaire quelle révélation vous a le plus stupéfait. Numéro 1. Michael Landon ne se contentait pas d'incarner Charles Ingalls à l'écran, il dirigeait la petite maison dans la prairie de l'intérieur, dans chaque sens du terme. Acteur principal, scénariste, réalisateur, producteur, tout passait par lui. Chaque script lui était soumis, chaque cadre portait sa marque, chaque montage nécessitait son accord. L'équipe admirait son talent, mais savait que Walnut Grove existait selon ses règles. L'atmosphère dans les coulisses reflétait cette intensité. Certains la comparèrent plus tard à Mad Men dans la prairie, des tasses de café contenant parfois autre chose, la fumée de cigarettes suspendue dans l'air, des journées de 14 heures à réécrire des scènes et coacher des performances. Landon fumait à la chaîne, buvait avant le déjeuner et assumait quand même les nuits passées en salle de montage et les pages réécrites à l'aube. Ce que les spectateurs voyaient chaque semaine était 1 heure de télévision douce et soigneusement ciselée. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le prix personnel que coûtait ce niveau de contrôle sur des années de production. Charles Ingalls ressemblait au centre paisible de la prairie. Michael Landon était la tempête qui rendait le spectacle possible. Numéro 2. Quand la petite maison dans la prairie tira sa révérence avec le téléfilm final en 1984. La ville ne s'éteignit pas simplement, elle explosa. Ce dernier épisode bâtit vers l'une des conclusions les plus spectaculaires de l'histoire de la télévision. Les habitants plantèrent eux-mêmes des explosifs dans leurs bâtiments et rasèrent dans leur ville. Cette décision venait directement de Michael Landon, et elle tenait autant à la logique qu'à la dramaturgie. Les extérieurs de Walnut Grove se trouvaient sur un terrain loué au Big Sky Ranch dans la vallée de Simi. À l'expiration du bail, la propriété devait être rendue proche de son état d'origine. Démontée à la main, chaque façade et chaque maison aurait pris des semaines. Landon trouva une autre solution, écrire la démolition dans le script. L'idée de laisser ses décors être recyclés pour des publicités ne lui était pas supportable. Le téléfilm final introduisit donc un propriétaire terrien réclamant la possession légale du territoire. En réponse, Laura brisait ses propres fenêtres et les habitants câblaient leurs maisons avec de véritables explosifs, sans maquette ni miniature. Pour l'équipe, la scène ressemblait moins à un tournage qu'à des funérailles. L'émotion visible sur les visages des acteurs était un chagrin authentique. Seules l'église et la petite maison des Ingalls furent épargnés. Stan Ivar, qui jouait John Carter, demanda à Landon s'il pouvait garder la cabane. Landon accepta. Ivar la démonta soigneusement et l'entrepose sur sa propriété, où elle existe toujours. Walnut Grove disparut dans un grondement et un fragment de la ville rentra tranquillement chez un membre de la distribution. Numéro 3. Au début de la série, Michael Landon menait déjà un combat perdu d'avance contre ses cheveux gris. Il avait commencé à grisonner dès la vingtaine et se teignait les cheveux lui-même avec un produit Clairol vendu en grande surface. Sous un éclairage intérieur contrôlé, le résultat paraissait correct. Un brun foncé soutenu, convenant à un père de frontières robustes. Mais le show tournait énormément en extérieur au Big Sky Ranch, sous un soleil californien sans pitié. Là dehors, quelque chose dans la teinture réagissait à la chaleur et aux ultraviolets. Après quelques heures de tournage, la couleur commençait à dériver vers une teinte lavande perceptible.
Le courageux Charles Ingalls se retrouvait soudain dans un champ avec un halo légèrement violet autour de la tête. L'équipe baptisa le phénomène le papa violette. Chaque fois que cette nuance apparaissait à la caméra, la production marquait une pause pendant que l'équipe appliquait des sprays opacifiants et des poudres mates, en attendant que Landon puisse refaire sa teinture. À l'écran, il incarnait sans effort le père de frontières archétypales. Dans les coulisses, la chimie et le soleil californien rappelaient à tous que même l'image la plus contrôlée avait ses failles. Numéro 4. Charles Ingalls semblait toujours dominer sa famille et ses voisins, présence imposante au centre de chaque scène. En réalité, Michael Landon mesurait environ 1,75 m, taille parfaitement ordinaire. Cette stature à l'écran était construite. Sur Bonanza, il avait passé plus d'une décennie aux côtés d'acteurs qui le dépassaient d'une tête, constamment cadrés, comme le plus petit des Cartwright. Quand la petite maison lui offrit un rôle de patriarche, il décida que Charles Ingalls ne paraîtrait jamais petit dans le cadre. Sa solution commençait au sol. Des bottes sur mesure avec semelles compensées intégrées. Alison Arngrim révéla plus tard que ces bottes n'étaient pas un simple accessoire de mode, mais une véritable stratégie de hauteur. Landon joua aussi avec la perspective, apprenant à favoriser les marches et les légères surélévations du terrain pour regarder vers le bas plutôt que vers le haut. Les angles de caméra se déplaçaient légèrement plus bas quand il occupait le centre de l'action. Les acteurs les plus petits, notamment les enfants, étaient souvent placés au plus près de lui dans les moments clés. Sur la prairie, papa semblait plus grand que nature. En réalité, il fallut des compensations, un découpage astucieux et un cadrage soigneux pour transformer un acteur de taille moyenne en géant que le public se rappelle. Numéro 5. Michael Landon projetait une image de père de famille vertueux, mais certains de ses choix personnels sur le plateau étaient considérablement moins conventionnels que le personnage qu'il jouait. L'un des détails dont les membres de la distribution parlent encore est simple et mémorable. Landon portait souvent son costume sans sous-vêtements. Ce n'était pas une omission accidentelle, c'était une préférence. Fier de maintenir une apparence physique soignée, il s'entraînait régulièrement et affichait un look bronzé et musculeux. La série lui offrait de nombreuses occasions de l'afficher. Vestes ouvertes, travaux agricoles, torse nu, pantalons ajustés. Karen Grassle écrivit plus tard que ce choix pouvait être source de distraction dans les scènes en espace restreint, surtout lors de conversations émotionnelles ou de moments d'intimité conjugale qui exigeaient déjà une concentration considérable. Pour les acteurs qui essayaient de rester dans le personnage, cela représentait un défi supplémentaire non négligeable. À l'écran, papa prêchait le travail, l'humilité et la bienséance. Hors caméra, son approche du pantalon de pionnier était considérablement plus libre. Numéro 6. À l'écran, Charles et Caroline Ingalls incarnaient un partenariat fondé sur le respect mutuel. Hors caméra, les acteurs qui les jouaient traversèrent une période où ce respect se faisait rare. Quand la série devint l'une des plus rentables de NBC, l'argent afflua et la rémunération de Michael Landon augmenta en conséquence. Il touchait des chèques en tant que star, scénariste, producteur et réalisateur. Karen Grassle, qui portait une grande partie du poids émotionnel de la série, ne vit pas d'augmentation comparable. Elle demanda une revalorisation. Dans ses mémoires, elle raconte avoir espéré au moins une conversation. Landon balaya la demande, laissant entendre qu'elle devrait être reconnaissante d'avoir ce rôle. Il fit aussi des remarques sur son apparence et évoqua ses anciens problèmes d'alcoolisme, transformant une négociation salariale en quelque chose de bien plus douloureux. Leur complicité, autrefois naturelle, se refroidit dramatiquement. Les scènes de chaleur conjugale devinrent pour grâce des actes de pur professionnalisme. Des années passèrent ainsi, puis alors que la santé de Landon déclinait, Grace lui écrivit une lettre pour le tenir au courant de sa vie. Il répondit chaleureusement, suggérant qu'ils se parlent par téléphone. Ils évoquèrent leur famille, les gens avec qui ils avaient travaillé, les aspects de leur relation qui avaient jadis semblé bons. Dans cette unique conversation, ils trouvèrent une réconciliation. Peu après, le diagnostic de cancer du pancréas de Landon tomba. Il mourut en 1991. La relation entre papa et maman à l'écran demeura intacte. Derrière elle se cachait une histoire bien plus complexe de pouvoir, de blessures et d'un seul coup de téléphone qui fit enfin la paix.
Numéro 7. Ces plans dorés de la famille Ingalls marchant à travers les champs avaient un prix. La chaleur de la vallée de Simi dépassait régulièrement 38 degrés. Karen Grassl écrivit plus tard que ses pieds avaient l'impression de bouillir dans ses bottes noires sur mesure. Melissa Gilbert portait plusieurs jupes superposées et d'épais bas, même les jours les plus torrides. Chaleur et vêtements contraignants formaient un mélange dangereux. Les évanouissements n'étaient pas rares. Alison Arngrim s'effondra suffisamment souvent pour que cela devienne presque un thème récurrent. Au début, certains membres de l'équipe supposaient qu'elle était simplement plus fragile. Puis quelqu'un que personne n'attendait subit le même sort. Dans un épisode de la première saison, réalisé par son père Léo Penn, un Sean Penn adolescent apparaissait sans crédit. Lors d'une journée torride en extérieur, il s'effondra soudainement à son tour, terrassé par les conditions, et dut être retiré du plateau pour la journée. Ce moment dissipa les derniers doutes. Si un adolescent pouvait tomber dans la même chaleur, le problème n'était clairement pas une enfant actrice capricieuse. Après cet incident, la production commença à prêter davantage attention à l'hydratation et à la sécurité thermique pour les jeunes membres de la distribution. Arngrim remerciera plus tard Penn en plaisantant pour avoir encaissé ce coup pour toute l'équipe. Numéro 8. L'image de la famille Ingalls réunie autour d'une table rustique, partageant un repas à la lumière d'une lampe à huile, est l'une des plus familières de Salah de la série. La réalité derrière ces scènes sentait beaucoup moins les années 1870 et beaucoup plus les années 1970. Tourner sous des lumières chaudes dans la chaleur de Simi signifiait que tout ce qui était vraiment préparé se gâterait rapidement ou s'effondrerait lors des prises multiples. Le département accessoires avait besoin de nourriture pouvant survivre de longues journées et passer pour de la cuisine de pionniers en gros plan. La solution vint en boîte de conserve et en seaux en carton. Chaque fois qu'un script réclamait du ragoût de lapin ou d'écureuil, la marmite contenait souvent de la conserve de bœuf d'Intimur, épaisse et facile à réchauffer. Et quand les spectateurs voyaient maman servir du poulet frit, le poulet venait couramment directement du Kentucky Fried Chicken. Melissa Gilbert admit plus tard que les restes constituaient un avantage du métier. Une fois la caméra arrêtée, ce qui restait devenait un repas informel pour toute la distribution. La série glissa même un clin d'œil à son propre menu secret. Dans un épisode, un représentant de commerce coiffé, à la manière du colonel Sanders, propose à Harriet Olsen une franchise de poulet frit. Elle refuse. Une blague discrète pour quiconque savait à quelle fréquence KFC nourrissait déjà la ville. Numéro 9. Laura Ingalls et Nellie Olsen étaient des ennemis jurés par construction. On pourrait pardonner aux spectateurs d'avoir supposé que Melissa Gilbert et Alison Arngrim étaient rivales hors caméra. La vérité était exactement le contraire. Sous ces couches de laine et ces tresses soigneusement arrangées, une amitié se forma presque immédiatement. Dès le début, les deux jeunes actrices regardèrent autour d'elles le même soleil implacable, les mêmes robes lourdes, les mêmes longues heures, et comprirent qu'elles avaient beaucoup à endurer ensemble. Entre les prises, elles échangeaient des blagues en chuchotant, partagèrent des confidences et évacuaient leur frustration face aux humeurs changeantes de Landon. Leur sens de l'humour partagé déborda rapidement en malice active. Elles cachèrent des accessoires, bricolèrent des équipements sonores et essayèrent de faire craquer l'autre pendant les scènes sérieuses. Quand Nellie se maria avec Percival Dalton, Arngrim et l'acteur Steve Tracy mirent au point une farce ciblant Gilbert. Pendant les scènes de baiser, ils exagérèrent leurs élans de façon cartoonesque, sachant que cela dégoûterait leurs complices. Pour le public, Laura et Nellie étaient des ennemis acharnés. Pour les gens qui fabriquèrent la série, l'une des relations les plus importantes de la prairie était celle de deux adolescentes riant ensemble juste hors du champ. Numéro 10. La perruque bouclée blonde incarnant Nellie à l'écran était un édifice maintenu en place par une forêt dense d'épingles à cheveux. Sous les lumières chaudes et dans des températures extrêmes, la pression et les frottements s'accumulaient heure après heure.
En fin de journée, le cuir chevelu d'Arngrim saignait parfois. Dans ses mémoires, elle compara l'expérience au port d'un instrument de torture médiéval. En vieillissant, la coiffure de Nelly évolua vers une construction encore plus volumineuse qu'Arngrim trouvait autant ridicule qu'inconfortable. Quand elle quitta la série, les perruques ne prirent pas leur retraite. Au moins, l'une de ses pièces iconiques fut transmise à l'actrice jouant Nancy Olsen, la nouvelle trouble-fête de Walnut Grove. Les boucles et l'inconfort qui les accompagnaient survécurent à la Nelly originale. Numéro 11. Aux États-Unis, Nelly Olsen était le personnage que les spectateurs adoraient détester. En France, ils se dispensèrent largement de la partie haine. Diffusée sous le titre « La petite maison dans la prairie », la série connut une deuxième vie de l'autre côté de l'Atlantique, les rediffusions se succédant si souvent que l'émission devint un pilier de la télévision française. Là où les fans américains centraient leur affection sur Laura, le public français gravita vers Nelly. Alison Arngrim réalisa que quelque chose d'inhabituel se passait quand son courrier commença à arriver en français. En 2006, elle découvrit la profondeur de cet attachement. Les foules la traitaient comme une pop star, lui donnant un surnom affectueux. Là où les spectateurs américains voyaient la méchante de service. Les fans français se délectaient de ses théâtrales exagérées et de son égoïsme assumé. Arngrim embrassa cette célébrité inattendue et développa un spectacle solo joué entièrement en français, Confession d'une garce de la prairie, devant des salles combles à travers la France, la Belgique et la Suisse. Des observateurs comparèrent cette célébrité européenne improbable à la popularité légendaire de David Hasselhoff en Allemagne. L'antagoniste de Walnut Grove était de l'autre côté de l'océan, une icône adulée. Numéro 12. Derrière le personnage de Carrie Ingalls se cachaient des jumelles, Lindsay et Sydney Greenbush. Faire appel à des jumelles était une solution courante aux strictes lois californiennes sur le travail des enfants. En les faisant alterner, les producteurs pouvaient doubler les heures de tournage sans enfreindre la réglementation. Le moment le plus célèbre des jumelles fut un accident qui figura au générique pendant des années. Dans la séquence d'ouverture, Laura, Mary et Carrie dévalent joyeusement une colline jusqu'à ce que Carrie trébuche, bascule en avant et disparaisse brièvement dans l'herbe. La chute n'était pas planifiée. Juste avant la prise, les jumelles faisaient une sieste. Dans la précipitation, quelqu'un avait mis les chaussures de Carrie au mauvais pied. En dévalant la colline, l'ajustement maladroit la déséquilibra. Landon visionna la prise et l'adora. La chute semblait spontanée et absolument enfantine, un éclat de vie réel à l'intérieur d'une séquence arrangée. Plutôt que de retourner parfaitement, il garda la prise ratée. Ce faux pas tourna au début de chaque épisode pendant 8 saisons, si reconnaissable que des années plus tard, Family Guy construisit un pastiche autour de cette même culbute. Numéro 13. En 1978, la production déménagea vers le plateau 15 des studios MGM, alors le plus grand plateau du lot. Ce que la distribution et l'équipe ne réalisèrent pas encore, c'est que quelque chose d'extraordinaire dormait sous leurs pieds. Le plateau 15 avait été le foyer du magicien d'Oz, tourné là en 1939. Près de 40 ans plus tard, des traces de ce monde ancien étaient encore enfouies sous des décennies de décors et de peintures. La découverte survint lors de la 5e saison, quand Ray Bolger, l'interprète original de l'épouvantail, arriva pour un rôle d'invité. Connaissant bien le plateau, il souleva une section du plancher, là où un ancien chauffage avait été arraché, et découvrit une partie du chemin de briques jaunes d'origine encore peint sur le sol. Pour Melissa Gilbert et Alison Arngrim, le moment fut électrisant. Elles coururent à travers le plateau, euphoriques à l'idée que leur ville de la prairie avait été construite par-dessus l'une des routes les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Le calendrier des apparitions de Bolger rendait la connexion encore plus étrange. Son premier épisode cette saison s'intitulait « Y a pas d'endroit comme chez soi », faisant écho à la réplique célèbre de Dorothy. C'était comme si un fragment de l'histoire de Hollywood avait émergé sous Walnut Grove et que seul l'homme qui avait jadis dansé sur le chemin de briques jaunes pouvait le retrouver. Numéro 14. Les téléspectateurs fidèles ressentaient parfois une vague de reconnaissance devant certains épisodes. Il y avait une raison. Michael Landon avait apporté avec lui une partie de son travail antérieur sur Bonanza.
Comme il avait lui-même créé nombre de ses scripts et que les 2 séries diffusées sur NBC, il conservait un contrôle créatif sur certains d'entre eux. Quand la petite maison avait besoin d'intrigues solides, il puisait parfois dans ses histoires pour les retravailler. Sans vidéo à domicile ni rediffusion permanente, la plupart des spectateurs ne s'en aperçurent jamais. Pourtant, côte à côte, les parallèles sont évidents. L'épisode Une question de foi, centré sur Caroline faisant face à une possible auto-amputation, reflète étroitement un épisode de Bonanza, plaçant Joe Cartwright dans la même position. D'autres épisodes reprirent des thèmes d'underdog ou de personnages marginalisés cherchant un endroit où appartenir. Pour Landon, il ne s'agissait pas de couper les coins ronds, mais de faire confiance à un matériel qu'il savait capable de porter un poids émotionnel en changeant le cadre et les personnages pour donner à ces histoires une seconde vie dans une autre frontière. Numéro 15. Pour de nombreux spectateurs, le son de La petite maison dans la prairie commence par une envolée musicale chaleureuse et ample accompagnant les petites Ingalls qui dévolent la colline. Cette mélodie semble inséparable de Walnut Grove. Pourtant, elle était née ailleurs. Le compositeur David Rose écrivit à l'origine ce thème pour un épisode de Bonanza en 1971. Dans sa première incarnation, la musique allait plus vite et portait une énergie western affirmée, cuivre brillant et percussions entraînantes, quelque chose de taillé pour les convois de bétail et les scènes d'action. Quand Landon lança La petite maison dans la prairie, il se tourna à nouveau vers Rose. Plutôt que de repartir de zéro, il lui demanda d'adapter la pièce antérieure. Rose ralentit le tempo, adoucit l'orchestration et déplaça l'accent des cuivres vers les cordes et une ligne douce de corps français. Le squelette de la mélodie resta le même. La sensation changea complètement. Ce qui avait accompagné Bonanza devint la signature sonore de Walnut Grove, jouant sous les génériques saison après saison, s'imprimant dans la mémoire collective autant que n'importe quelle scène. Même compositeur, même mélodie, 2 mondes radicalement différents. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ces 15 vérités sur La petite maison dans la prairie. Quel fait a changé votre façon de voir Walnut Grove, la dynamite, les briques jaunes cachées sous le plateau ou la restauration rapide dissimulée dans la cuisine de maman ? Si cette redescente de la colline a ravivé des souvenirs de dimanches en famille devant les Ingalls, laissez un like, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui fredonne encore le thème dès qu'il aperçoit un champ d'herbe haute. Dites-nous en commentaire ce que cette série représentait pour vous étant petit et si ces révélations changent ce qu'elles signifient aujourd'hui. Les classiques qui résistent au temps méritent qu'on continue de les explorer ensemble.